Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester sur leur thème. C'est dimanche, également c'est midi, donc l'heure de Actuebdo. Depuis la semaine dernière, nous avons un nouveau générique également. Petite innovation avec Bablé Traoré qui va donc nous présenter les invités et puis nous planter le décor. Bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Bienvenue. D'abord là, c'est joli. Vous étiez à la fête hier soir, non? Bon, non, j'ai pas été à la fête. Ah d'accord. En tout cas, J'étais la au fête se boulot poursuit ici. là ici. Absolument. Hein? Oui. Tenue traditionnelle de chez nous. Oui. Très bien, merci. Merci Ibrahim Djombele. Alors bonjour à vous qui nous suivez à travers l'ORTM 1. Bienvenue une fois de plus dans votre rendez-vous hebdomadaire, le dernier numéro de ce mois de juin. Alors un numéro exclusivement consacré aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, pour en parler, en tout cas, nous avons ici des start-upers qui sont là. Alors, les cofondateurs, il s'agit des cofondateurs de la structure Kabako Academy, spécialisée dans la formation sur les technologies émergentes en lien avec nos savoirs endogènes. Alors, il s'agit de Dr Yannick Kamayou. Bonjour. Bonjour. Également, aux côtés de Dr Yannick Kamayou, Michel Kadidja Traoré. Bonjour. Bonjour. Alors, pour en parler également, nous avons sur ce même plateau le directeur national de l'économie numérique. Il s'agit de Abdul Kader Ki. Bonjour. Bonjour, M. Touré. Alors, voilà brièvement présenter les invités. Alors, à vous, les invités Ibrahim Djombele. Merci à vous, monsieur Bablé Touré. Vous l'avez dit donc, il y aura des interviews, il y aura même des démonstrations. Hein. Vous avez quelque chose à amener là? On va voir très bientôt. Comment ça s'appelle? Ce sont des casques de réalité virtuelle. Eh bien, très bien, on en parlera bientôt. Et vous l'avez dit donc, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a présidé, c'était jeudi après-midi, la cérémonie de clôture de la deuxième édition de la semaine du numérique. C'était donc la fin de 3 jours d'immersion dans l'univers TIC. Et pendant 3 jours, 72 heures, les experts venus de l'espace AES ont largement débattu des thématiques relatives à une meilleure gouvernance des TIC dans la zone AES, et des recommandations ont été formulées en rapport surtout avec la réglementation numérique, c'est très important, dans la zone de l'Alliance des États du Sahel. Les précisions avec Youssouf Djakité. L'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. C'est cette thématique qui a été débattue tout au long de la semaine du numérique avec des sous-thèmes comme l'interdépendance technologique, quelle stratégie pour l'Afrique pour atteindre sa souveraineté numérique. À l'issue des travaux, les experts venus des pays de l'Alliance des États du Sahel et ailleurs ont formulé des recommandations allant dans le sens de la souveraineté digitale de l'Afrique. Promouvoir et renforcer l'accès aux usages à tous les services de l'administration publique. Harmoniser les textes et mutualiser les ressources, compétences pour une meilleure implémentation de l'administration digitale. Adopter une réglementation de l'intelligence artificielle dans l'espace AES. Former et sensibiliser les ressources humaines à l'utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier les jeunes. Sensibiliser et former les citoyens sur les métiers du numérique. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a saisi ce moment solennel de clôture pour saluer particulièrement ses homologues du Niger et du Burkina Faso, sans oublier la présence de la République serbe de la Guinée-Conakry. Cette deuxième édition de la semaine du numérique, dit-il, a comblé toutes les attentes. Cet événement qui est un espace de promotion et de développement du numérique, mais aussi un cadre de développement du numérique, mais aussi un cadre d'échange et de partage de bonnes pratiques dans le domaine à travers les États de l'Alliance du Sahel. Aussi, c'est pour moi une réelle satisfaction. Je réitère nos chaleureux remerciements et notre reconnaissance à mes collègues du Niger et du Burkina Faso et à leurs délégations respectives pour leur participation de qualité et à travers eux les peuples frères du Niger et du Burkina Faso. Mes remerciements à la délégation de la République serbe de Guinée pour sa participation de haute qualité. Veuillez transmettre aux plus hautes autorités de vos pays respectifs
nos salutations et nos remerciements. Nous avons été honorés par votre présence et votre participation à un moment où nos nations respectives traversent des périodes les plus déterminantes de leurs histoires. Merci d'avoir effectué les déplacements pour rehausser le niveau de cette deuxième édition de notre semaine du numérique. La semaine du numérique, faut-il le rappeler, est mise en route par le gouvernement du Mali afin de donner un espace d'expression, de rencontre et de communication aux acteurs du domaine pour plus de visibilité et d'intégration. Voilà, chers invités, bonjour, bienvenue. On va le rappeler, nous avons M. Abdoul Kader Ki, directeur national de l'économie numérique. Bonjour, monsieur le directeur. Bienvenue à vous, Dr Yannick également, bienvenue à vous. Michel Kadija Traoré, bienvenue. Et puis Sédou Ba, c'est bien cela, apprenons, bienvenue. Voilà, première question à monsieur le directeur national de l'économie numérique. D'abord, le concept de l'économie numérique. Quel est le contenu que vous donnez? Quand on parle d'économie numérique, qu'est-ce que c'est? Bonjour M. Djambélé. Bonjour à vous. Très bien. Bonjour à tous les autres qui sont ici, notamment les membres de Kabako. Avant de répondre à cette question de façon spécifique, je voudrais déjà remercier toute l'équipe de l'ORTM pour leurs prestations lors de la semaine du numérique qui a été vraiment remarquable parce qu'ils ont déployé vraiment les gros moyens pour qu'il y ait toute la visibilité sur cet événement-là. Merci beaucoup. C'est fort appréciable. Et aussi tous les autres partenaires qui nous ont accompagnés lors de cette édition, notamment l'association Kabako qui est là, qui a vraiment donné un sens et un véritable contenu à cette édition, mais aussi tous les partenaires techniques financiers qui nous ont accompagnés, notamment la MRTP, la GFO, les opérateurs téléphoniques, Nouveau Soleil, Canal+, et tous les autres. Je ne ferai pas de publicité par là. Ben, allez-y. Ne vous en faites pas. Mais il est important pour moi vraiment de les remercier par rapport à l'accompagnement qui a été fait par rapport à cette édition de la Semaine du numérique. Mais sans oublier également toutes nos structures techniques qui ont vraiment mouillé le maillot pour que vraiment tout soit au rendez-vous. Donc il s'agit là de la GT qui a déjà mis la plateforme en ligne avec son contenu, mais aussi la SMTD qui a mis à disposition la liaison fibre optique pour la connexion, Move aussi qui nous a mis la connexion haut débit à disposition, et tous les autres partenaires, notamment les GPAC et tous les autres qui vraiment nous ont accompagnés techniquement pour la réussite de cette édition. Mais aussi à l'ensemble de l'équipe d'organisation, notamment la commission d'organisation, à travers son président, le secrétaire général du département, M. Al-Kadi Amar Touré, avec une mention spéciale pour le chef de cabinet également, qui n'a ménagé aucun effort pour vraiment la réussite de cet événement-là. Donc, pour revenir à votre question, aujourd'hui, nous avons une économie mondiale où le PIB est estimé, selon le FMI en 2022, à pratiquement plus de 101 billions de dollars. Donc, vous comprendrez quelle est la taille aujourd'hui de l'économie mondiale. Mais sur ces PIB-là, vous avez une part du numérique là-dedans qui est estimée à environ 15%. Donc, amusez-vous juste à faire le calcul de 15% de 101 billions de dollars et essayer de convertir. On aura du mal à évaluer ça. Voilà, c'est des chiffres astronomiques. Absolument. Donc, il s'agit de ça aujourd'hui. Et cela provient tout simplement des échanges obtenus à travers les moyens TIC. On peut juste définir l'économie numérique comme étant une valeur issue des moyens TIC, c'est-à-dire toutes les transactions, toutes les opérations, à commencer par la conception, la production, la distribution, et les renforcements de capacité. Donc tous les produits issus de cette chaîne-là qui ont une valeur ajoutée sur l'économie, donc qui constitue aujourd'hui l'économie numérique. Très bien. Alors ça veut dire que pour exister aujourd'hui, il faut être dans cette mouvance. On l'a souvent entendu. Il y en a qui disent, bon voilà, l'Afrique a raté le train de l'industrialisation. Et comment faut-il s'y prendre aujourd'hui pour ne pas rater le train de la numérisation, spécifiquement au Mali?
Oui, effectivement, le train de la révolution industrielle a été raté par l'Afrique parce que ça demandait des investissements. Et les investissements n'étaient pas du tout possibles avec le système financier qui nous avait été instauré. Donc ça demandait de gros moyens, de grosses machineries. Tout ça là n'était pas du tout possible. Il n'y a pas eu de grands changements, monsieur le directeur, parce que on continue toujours à le dire, hein, les moyens sont de l'autre côté, mais les besoins sont ici. Oui, justement, parce qu'il y a un facteur aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est l'autonomie énergétique, c'est-à-dire l'autosuffisance énergétique, qui parle d'industrialisation, parle aujourd'hui d'autonomisation en matière d'approvisionnement des sources énergétiques. Donc, on nous a longtemps privé en fait des sources d'énergie pour justement prévenir ou empêcher notre développement sur ce plan-là. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que la révolution qui est en cours ne demande pas d'investissement majeur, c'est-à-dire de gros moyens en termes d'industrialisation. Aussi, bien que ça repose essentiellement sur l'énergie, l'économie numérique, parce que c'est là qu'il s'agit, mais on peut aussi envisager des sources autonomes d'énergisation qui font qu'aujourd'hui on peut soutenir cette économie sans passer forcément par les moyens classiques d'autonomisation énergétique. D'accord, vous allez nous révéler ces astuces après. Oui, au cours de tout à fait. D'abord, on avait une start-up qui évoluait dans ces domaines-là, énergétiques, mais comme notre focus n'était pas vraiment réellement cela, parce qu'on avait voulu, comme les thèmes, vous l'avez vu, les TIC comme facteur de résilience face à la crise multiforme, dans les Sahel. Donc on a privilégié tout ce qui était en lien directement avec la sécurité, la défense et autres comme D'accord, on en parlera dans un instant, monsieur le directeur. Mais déjà, dites-nous l'importance de cette rencontre. On était là, la première fois c'était en 2022. Ouais, du 19 au 21 décembre 2022, c'était au CICB encore. D'accord, alors il y a de cela 2 ans. Et c'est institutionnalisé, non? C'est tous les 2 ans? Pas encore, mais c'est en cours d'institutionnalisation. D'accord. Mais c'est une rencontre périodique. Déjà, les couleurs avaient été annoncées dans le document programmatique de développement de l'économie numérique qu'on a appelé Mali 2020. Ok. Voilà, donc c'est une rencontre annuelle entre tous les acteurs du secteur. Très bien. Alors, appel 2, 2022, première édition, 2024, deuxième édition. Entre les deux, quel est le capital aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez capitalisé? Le capital, c'est déjà le parcours que nous avons eu en termes d'expérience d'abord, parce que quand on a tenu la première édition, ce n'était pas du tout évident. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés, notamment dans la mobilisation des ressources humaines, mais aussi dans la mobilisation des ressources financières. Mais aussi les startups qui avaient été primées lors de cette édition. Tout cela aujourd'hui constitue pour nous une belle expérience que nous avons capitalisée déjà pour l'organisation de cette deuxième édition, qui nous a permis vraiment de transcender les premières difficultés que nous avons eu à rencontrer. Mais je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de difficultés pour cette deuxième édition, mais nous avons quand même évité déjà les impairs liés à la première édition, ce qui est très important. Aussi, nous avons donné une nouvelle orientation aussi à l'événement, basée sur les acquis de la première édition, notamment l'élargissement à la dimension sous-régionale, parce qu'il faut rappeler les objectifs de cette rencontre-là, c'est déjà de promouvoir le secteur des TIC en impliquant tous les acteurs de ces domaines-là, parce que c'est un cadre d'échange d'abord, c'est un cadre de rencontres, d'échange, de collaboration et de coopération entre tous les acteurs du secteur. Et c'est là pour favoriser l'émergence de l'économie numérique, et cela est très important. Et pendant cela, nous avons voulu initier un certain nombre d'initiatives ou d'activités, notamment les expositions en stand pour exposer les différents savoir-faire en termes maliens, mais aussi de l'espace AES, parce que cette édition vraiment a voulu intégrer la dimension AES. Et c'était très important. Et réunir les compétences, et parmi ces compétences, il y avait justement Kabako, ce n'était pas les seuls start-upers, il y en avait beaucoup. Hein? Il y avait une trentaine de start-up que nous avons sélectionnés déjà, qui avaient des projets
innovants dans ce secteur-là et que nous avons voulu exposer en stand. Mais hors compétition, il y avait d'autres startups aussi qui exposaient dans les stands, notamment Kabako, qui avait vraiment des innovations à montrer au grand public. Et je pense que le cœur même de la semaine s'est déroulé autour de ces innovations. Vous avez pu constater avec vos équipes présentes sur le site là-bas ce qu'ils avaient vraiment montré au public. Alors, Kabako est sur ce plateau. Qu'avez-vous apporté à ce rendez-vous? D'abord, que représente ce rendez-vous-là pour vous? Merci beaucoup pour la question, M. Djombele. Et déjà, je commencerai par remercier le ministère en charge de l'économie numérique pour l'initiative et l'organisation de cette semaine. Et avant de parler des innovations que Kabako a apportées sur la semaine et ce que ça représente pour nous, j'aimerais vraiment m'attarder sur le fait que la condition humaine n'est qu'une suite de causes, comme on dit, Mogoya et Sababouye. Donc, si les innovations que Kabako a pu présenter ont été là, ce ne sont que des effets dont la cause est la confiance que le ministère a placée en nous. Donc, merci beaucoup aux autorités pour cela. Concernant les innovations apportées par Kabako, elles étaient multiples. Nous avons eu de la réalité virtuelle, qui est une technologie émergente, qui, comme beaucoup de technologies émergentes, est transversale. Transversale, c'est-à-dire qu'elle permet de créer de la valeur, de créer de la prospérité dans plusieurs domaines, dans plusieurs pans de notre économie. Je pense que M. le directeur va revenir dessus. Une des caractéristique première des technologies numériques, c'est la transversalité, c'est-à-dire qu'elle permet de créer de la valeur dans plusieurs pans de notre économie nationale. Donc, en prenant le cas de la réalité virtuelle, elle peut créer de la valeur dans le domaine de la culture et du tourisme, comme nous l'avons démontré pendant la semaine. Elle peut créer de la valeur dans le domaine de l'enseignement, de l'enseignement et aussi de la médecine, de l'industrie. Donc, ça, c'était la première technologie dont nous avons démontré la pertinence pendant la semaine du numérique. La deuxième, c'était l'intelligence artificielle. Je peux laisser ma présidente peut-être revenir là-dessus, vu que c'était aussi une des innovations phares que nous avons présentées pendant la semaine du numérique. Alors, déjà, je vais rappeler votre nom. C'est Michel Kadidia Traoré. D'abord, Kabako, là, pourquoi c'est un Bamana, là, Kabako? Et qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne sont pas... pour ceux qui ne parlent pas Bamana, Kabako, c'est quoi? Alors... je dirais que c'est juste parce que c'est vous qu'on le dit, parce que généralement, lors de la première interview, lors de la première question, M. Djombele, on ne donne pas la signification. On demande aux gens de faire l'expérience Kabako pour comprendre le Kabako. Exactement. Ok. Ça part de là, mais juste parce que c'est vous. Alors, exactement comme vous l'avez dit, Kabako vient du Bamanankan, qui veut dire l'étonnement. Donc, Kabako, c'est la maison de l'étonnement. D'accord. Donc, et c'est pour ça qu'on demande à n'importe qui nous pose la question de d'abord faire l'expérience Kabako. Et tu verras si tu es étonné ou pas. Effectivement. Et tu comprendras pourquoi tu es étonné. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez amené là-bas qui a étonné les uns et les autres? Alors, comme l'a dit mon collègue Dr Kemayou, nous avons d'abord apporté donc, la réalité virtuelle en termes de casques et des expériences vraiment qui touchaient à différents pans de l'économie, notamment donc, la partie culturelle, touristique. Nous avons aussi apporté donc, notre mentor AI, donc notre mentor en intelligence artificielle, qui est la première intelligence artificielle qui parle Bamanankan. Donc il n'y en a pas énormément dans le monde qui parlent des langues africaines. Techniquement, il y en a 2 dans le monde. Donc il y a le Swahili au Kenya et il y a le Bamanankan qui a été développé ici par Kabako au Mali. D'accord. Alors d'où vient Kabako? Vous existez depuis quand? Kabako existe officiellement depuis 2019. Et comme beaucoup de startups, naturellement, avant d'aller s'enregistrer, on a agi dans l'ombre pendant quelques temps. Donc, du coup, on a commencé à agir en fait en juillet 2018, mais c'est en mai 2019 que tout a été formalisé. Et Kabako, comme ma collègue vient de le dire, c'est parti d'un constat en fait qu'il faut... C'est à nous, en fait, de créer de la valeur. C'est à nous, en tant que jeunesse africaine, jeunesse malienne, sahélienne, de créer de la valeur, d'aller conjuguer ce qu'on a appris avec ce qui se passe aujourd'hui dans les grands centres d'innovation, mais aussi dans nos contrées, parce que le modèle Kabako, en fait, si aujourd'hui il fait beaucoup de vagues mondialement, c'est que nous avons réussi à développer une approche unique qu'on appelle à Kabako le Haïdigenos. D'accord. Alors, vous parlez d'innovation, vous parlez de création, de créativité, et vous parlez de valeur ajoutée, mais tout cela pour qui?
Pour la jeunesse? C'est très simple, monsieur Diom. Pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos cousins, c'était pour nous en fait, pour faire simple pour nous, pour les populations africaines. Alors, comment les uns et les autres font pour bénéficier de votre savoir-faire? Vous êtes une école? C'est un peu plus que ça. Comme l'a dit ma présidente, nous sommes à la maison de l'autonomie, premièrement. Et aujourd'hui, Kabako, en fait, c'est une communauté. C'est une communauté apprenante. Une communauté apprenante qui regroupe à travers le Sahel. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 30 000 personnes, donc 30 000 membres. Au Mali, majoritairement, 80% et les 20% restants sont distribués entre nous. Comment devient-on membre? Comment devient-on membre? C'est simple. On télécharge l'application Kabako qui est disponible sur le Play Store et sur l'App Store. On télécharge l'application et dès que vous téléchargez l'application, vous allez voir, tout est bien structuré, vous commencez votre parcours d'apprentissage. Et si vous êtes régulier et sérieux dans l'apprentissage, vous pouvez vous valider les modules de base de Kabako qui sont des modules qui sont axés sur le développement d'une mentalité d'apprentissage. Et une fois que vous avez validé ces modèles, vous pourrez avoir la chance de recevoir un t-shirt Kabako. Donc toutes les personnes que vous voyez, les t-shirts Kabako, ce sont des personnes qui ont donc validé ce module, par exemple. Pour l'instant, moi, je ne pourrais pas le porter, monsieur le directeur non plus ne peut pas porter le t-shirt Kabako parce qu'il n'est pas membre. Exactement. D'accord. Ok. Nous avons quand même un jeune homme qui est là, un apprenant. Voilà, pour qu'il s'arrête, il est jeune. Hein. Comme on le dit, il a les yeux qui brillent et la langue rose. Voilà, il s'appelle Sedouba. Qu'est-ce que vous apprenez et qu'est-ce que vous avez appris là-bas à Kabako et qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui sur le plateau d'Actu Hebdo? Ok. Comme notre directeur d'apprentissage l'a dit, à Kabako, on apprend à changer de mentalité. On apprend à apprendre en fait. On apprend à évoluer dans notre écosystème. On apprend, c'est-à-dire à s'adapter aux nouvelles réalités du monde en fait. D'accord. Et là, comme tu l'as dit, j'ai une casse des réalités virtuelles ici, le même qu'on a amené durant la semaine du numérique, dans lequel on faisait voyager les visiteurs de notre stand en fait. Ah bon? Étant sur place là-bas, au CCB, toute personne qui venait, on te faisait faire un voyage à la mosquée de Djenné. Moi, je peux voyager tout de suite? Tout de suite. C'est vrai? Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut mettre le casque avec mes lunettes? Oui, oui, sans souci. Ça passe. Parce que moi, je n'ai pas les yeux qui brillent comme les tiens, là. Hein. Ça va passer. Mais c'est quoi ça? Vous m'identifiez ou quoi? Non, non. D'accord. C'est juste. Ok. Et moi, je vais parler de l'expérience à ceux qui nous regardent. Je vais leur dire ce que je vois. Hein. Ok. C'est bon? Oui. Cette merveille architecturale en terre crue est bien plus qu'un lieu de culte. C'est un symbole vivant d'innovation et de créativité. Je vois... mais c'est vrai qu'étant sur le plateau d'acteur où je voyage, hein. Ouais. Eh bien, vous ne tuez pas le tourisme avec ça? Pas du tout. Pas du tout? Non, ils font du père. La mosquée de Djenné a traversé les siècles avec grâce. Reconstruite en 1907, mais si on me donne toutes les informations, si moi-même je peux me balader dans les dédales de la mosquée de Djenné, est-ce que j'aurais besoin de me rendre sur place? Exactement, c'est pour ça qu'on collabore avec les touristes qui sont déjà présents là-bas en fait pour faire l'expérience avec eux en fait. Ah, donc c'est pas pour tuer le tourisme, au contraire c'est pour le mettre plus en avant. Eh bien c'est simplement extraordinaire. En quelques 30 secondes, je suis allé faire le tour à Djenné et puis je suis revenu sur le plateau pour poser cette question maintenant à M. le directeur de l'économie numérique. Et vous avez dit AES, on a dit AES sécurité, AES souveraineté, AES économie et AES numérique, quelle relation? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Cela est très simple. Déjà, avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir sur cet aspect-là, tout en invitant les départements en charge du tourisme de s'intéresser vraiment de très près à ces produits-là, parce que c'est cela qu'il s'agit. Nous avons voulu traiter la résilience face à cette crise-là grâce au métier du numérique. Et aujourd'hui, les sites comme les sites du Nord, notamment Banyangara, les pays d'Ogon, tout ça, ont été désertés aujourd'hui par les touristes. Et mettant en chômage, du coup, de façon technique, les guides touristiques. Donc, c'est une opportunité vraiment pour le ministère du Tourisme de développer cette plateforme-là en association avec Kabako, et qui permettra non seulement de payer des tickets pour
en fait, à accéder à la plateforme. Et ce ticket-là pourra rétribuer non seulement le ministère du Tourisme, mais aussi verser des commissions aux guides touristiques qui vont être aussi digitalisés sur la plateforme, parce que tu pourras avoir le choix de tel ou tel guide pour t'accompagner dans la visite. Ah ben très bien, Voilà. Ça veut dire que si je veux avoir accès à ces données-là tout à l'heure, là, il faut que je sois abonné ou il faut que je paye quelque chose. Pour l'instant, c'est une solution qui a été développée donc, pour la semaine du numérique, c'est-à-dire dont l'expérience du numérique a été développée spécifiquement. Comme ça. Bon, ce n'était pas un prototype, c'est une solution. En fait, nous, quand nous avons reçu l'invitation du ministère pour notre participation à la semaine, naturellement, nous voulions venir avec une expérience qui est assez, on va dire, assez particulière pour l'événement en fait. Donc du coup nous sommes allés à dîner, donc nos équipes sont allées à dîner quelques jours avant la semaine. On allait justement vous poser la question de savoir comment vous avez fait pour tourner. Justement, nos équipes, oui, justement, trois collègues de Kabako sont allés à dîner. Ils ont rencontré le chef de la mission culturelle à qui nous ont d'ailleurs merci pour son accueil. Ils ont rencontré naturellement les gardiens de la mosquée, l'imam. Ils ont travaillé ensemble pour produire ce contenu que vous avez vu en fait. Donc du coup vraiment c'est un contenu qui a été produit en collaboration avec tous les acteurs principaux à dîner et d'ailleurs pour la petite information on m'a informé que le chef de la mission culturelle du dîner a eu des échos que demain il est à Kabako pour une réunion de travail avec nous. Vous pouvez le faire pour toute la région. Pour toute la région, comme l'a dit monsieur le directeur, on peut le faire pour toute la région, pour plusieurs sites et vraiment il y a du potentiel. Là, pendant la semaine du numérique, on a juste voulu montrer un tout petit peu ce qui est possible. Et d'ailleurs, tout à l'heure, après vous, on a une réunion avec nos équipes parce que d'ici demain, on va dans le Mandé pour essayer de refaire la même chose pour le Mandé. Et si vous avez des jeunes aujourd'hui qui seraient intéressés par votre expérience, qui voudraient bien vous rejoindre, comment faut-il s'y prendre? C'est très simple. Il suffit tout simplement de télécharger l'application Kabako sur le Play Store ou sur l'App Store, merci beaucoup. Et à partir de là, créer un compte et l'application va vous guider. On va faire tout un parcours spécialement pour la personne qui a téléchargé l'application. D'accord. Alors si monsieur le directeur général de l'ORTM vous demandait par exemple de venir réaliser une telle œuvre ici, ça serait possible, hein? Ce serait d'ailleurs, je me suis dit, tiens, merci beaucoup, une fois de plus. J'aime bien. Je crois que ça résume pour nous, en fait, les expériences de ces dernières semaines, la condition humaine qui est une des causes, en fait. D'ailleurs, monsieur le DG, que nous remercions, qui nous a annoncé pendant la semaine, face caméra, que Kabako est dans sa maison à l'ORTM. Tout à l'heure, il a reconfirmé qu'elle nous a vus dans le lobby. Donc, merci beaucoup pour ce support. Donc, naturellement, nous sommes prêts à collaborer avec toutes les institutions, toutes les personnes qui veulent aujourd'hui utiliser les technologies numériques, le digital, pour créer de la valeur pour nos populations. Parce que nous pensons que nous devions le faire. Nous pensons que, comme l'a dit monsieur le directeur de l'économie numérique, c'est extrêmement pertinent aujourd'hui de se baser sur ces technologies pour créer de la prospérité. Et créer de la prospérité se fait ensemble. À Kabako, on dit on fait ensemble. C'est-à-dire que oui, nous avons développé une expertise, oui, nous avons les talents, nous avons ce que nous avons appris à maîtriser cette technologie. Aujourd'hui, par exemple, si on veut réaliser le projet dont monsieur le directeur parlait, nous avons besoin de l'apport de tout un écosystème. D'accord. Ok. Alors, Sedouba, apprenant, vous avez des raisons de venir à Kabako. Vous avez encore d'autres raisons d'y rester? Vous comptez rester toujours? Et qu'est-ce qui vous motive? Comme le dit Yannick, à Kabako, on fait ensemble. Oui. Kabako, c'est une communauté, quand tu rentres, je dirais, tu n'as plus envie de ressortir. N'est-ce pas? Parce que c'est tout un état d'esprit. Comme je l'ai dit, c'est le développement du mindset qui se passe là-bas. D'accord. On t'apprend, en fait, à vivre de la meilleure des façons avec ton écosystème. À vivre avec tous ceux qui t'entourent, en fait, à voir le beau autour de soi, en fait. D'accord. Ouais. C'est tout comme l'ORTM, quand on y rentre, on ne peut plus en ressortir. Voilà. Okay. Alors, monsieur le directeur national de l'économie numérique, Kabako est sur le plateau, mais vous avez dit tantôt qu'il y a tellement de startups qui étaient au rendez-vous. Ceux qui étaient là, ceux qui ne sont pas venus, il y en a plein. Et il s'agit de démocratiser tout cela. Vous êtes là pour cela. Comment faut-il s'y prendre aujourd'hui?
Bon maillage. Oui. Pour que ça soit vraiment contagieux. Tout à fait. Avant de répondre à cela, votre précédente question par rapport à l'AES, très bien. Voilà. C'est une dimension très très importante. D'ailleurs, c'est autour de cela que la semaine du numérique s'est jouée en termes de plus ou d'innovation par rapport à la première édition. Parce que nous avons voulu vraiment inviter tous les pays de l'AES qui ont aujourd'hui un destin commun par rapport à cette crise qui traverse la bande sahélo-sahélienne. Il s'agit de répondre aux défis sécuritaires, aux défis de souveraineté, de défense du territoire et également d'autonomisation surtout de nos populations face à cette crise-là pour plus de résilience. Et comme je le disais, les TIC ont démontré leur fort facteur de résilience. Vous avez déjà vu un exemple très pratique où le tourisme pourra désormais s'effectuer dans les zones désertées par les touristes, tout en rétribuant les guides touristiques qui ont été mis au chômage technique. Donc ça, c'est déjà très, très, très important. Mais aussi, à travers la crise à Covid-19, vous avez vu également que toutes les réunions ont été tenues, les transactions commerciales ont été effectuées également, ce qui n'a pas paralysé totalement l'économie comme certains les prédisaient, un confinement total de la population et de tous les systèmes. Donc nous avons vraiment identifié un fort potentiel de résilience par rapport à ces facteurs, à ces outils TIC. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes condamnés, nous les membres de l'AES, à la mutualisation d'abord des ressources. Donc il faut un cadre fédérateur de nos différentes initiatives pour que nous puissions aller plus vite et en économisant. C'est surtout cela l'économie numérique, parce que nous économisons sur les processus. Donc si on devait injecter 100 milliards dans un processus, en mutualisant par exemple les ressources, peut-être on va déverser juste 20. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et les 80 autres peuvent être réalloués à d'autres priorités. Donc cela est très important pour aujourd'hui les pays de l'AES de se donner la main, de mutualiser les ressources pour aller plus vite et de façon beaucoup plus efficace. Et les ministres ont déjà compris cela. Et donc vous avez pu remarquer que nous avons été à Ouagadougou pour la 18e édition de la Semaine du numérique de Ouaga, où nous étions les membres, l'invité d'honneur, le pays invité d'honneur. Ensuite, on a été également à Niamey, où le Burkina Faso était le pays invité d'honneur. Et c'était à notre tour également d'inviter le Niger comme pays invité d'honneur. Et les ministres devraient faire une déclaration également commune pour s'engager par rapport à tout ce qui est recommandations issues de ces, mais aussi sur un point très important qui est vraiment le libre-échange dans les domaines où l'espace est AES en termes déjà de communication, parce que les autres aspects peuvent être traités ailleurs. Mais en ce qui concerne l'économie numérique, c'est surtout la fluidité de la communication. C'est de traiter l'espace de façon globale. Donc, pour vous répondre de façon spécifique par rapport à cette question, vraiment, la dimension AES était une innovation majeure et c'était une orientation politique très, très importante que nous avons voulu intégrer cette fois-ci à cette édition. Et je pense que les pays qui sont venus n'ont pas été déçus. Ils ont été très honorés et ont très bien apprécié également les différents contenus qui ont été proposés. Ok, une communauté au destin commun, AES, mais il ne s'agit pas de vivre en vase clos, c'est qu'on ne pourra même pas faire en matière de TIC. Voilà pourquoi nos jeunes visent plus loin. Qu'est-ce que vous avez dans la besace aujourd'hui? Qu'est-ce qui est dans le pipe? Dans un futur proche, que voulez-vous faire? Au-delà de ces actions endogènes, vous visez loin? On vise très loin. On vise extrêmement loin. Voilà. Si je peux merci beaucoup pour la question. Parce qu'on sera toujours dans le même sillage, là, AES. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour changer, par exemple, la vision, la conception, les narrations, là, sur cette entité-là, AES? Je crois que, merci beaucoup pour la question. Je crois que pour rebondir sur ce que le directeur Kay a dit et aussi ce qui a été dit lors de la cérémonie d'ouverture de la semaine du numérique, c'est assez simple. Il y a clairement par rapport à l'AES, par rapport au pays de l'AES, il y a clairement toute une sorte de guerre communicationnelle. Et comme vous l'avez dit, qu'est-ce que l'on peut faire? Et grâce aux nouvelles technologies, au numérique, qu'est-ce que l'on peut faire en fait? C'est l'un des gros travaux que nous faisons, et à Kabako, ça va faire plus de 2 ans, presque 3 ans, que nous sommes là à travailler pour changer cette narrative. Parce que bien évidemment,
c'est toute une jeunesse qui est impactée par ce qui se fait à l'extérieur, par rapport au fait qu'il y ait toute une image qui soit façonnée de l'extérieur par rapport à les pays de l'AES, par exemple. Et des millions de jeunes qui sont là et qui sont impactés par rapport à cela. Et parce que ce sont des pertes d'opportunités, tout simplement parce que, une guerre médiatique, bien évidemment, quand on en est victime, c'est jamais bon pour nous. Effectivement, un peu compléter en fait. Tout à l'heure, on parlait de l'expérience que vous avez vue donc à Djenné. Et quand nous sommes allés à Djenné pour faire ces captations pour la réalité virtuelle, nous avons aussi fait un documentaire sur la mosquée. Et donc un documentaire qui aujourd'hui a fait le tour du monde, c'est-à-dire c'est le chef de la mission culturelle de Djenné qui nous dit en fait que le documentaire que nous avons fait, que nous avons publié, a fait le tour du monde au point où des personnes en France l'ont appelé. Donc on voit bien qu'on peut contre-attaquer aussi dans cette guerre médiatique à travers les outils du numérique. Okay. Et c'est vraiment ça le combat aujourd'hui pour nous, c'est essayer de mettre au travail le numérique pour changer le narratif de ce qui se passe dans l'AES. C'est-à-dire aujourd'hui, très concrètement, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, ce qui s'est dit sur nous dans les médias internationaux, sur la scène internationale, ainsi de suite, c'est pas très reluisant. Et pourtant, on a des outils qui peuvent montrer, on peut téléporter les gens chez nous en fait. On dit ok, vous voulez pas venir parce qu'on vous dit c'est en zone rouge, restez chez vous, vous allez mettre un casque, vous allez voir comment c'est. Ouais. Parce que si beaucoup de gens aussi ne comprennent pas, et parce qu'ils ne savent pas. Effectivement, ils savent, ils ne voient pas. Ouais. Ils ne voient plus. Ok. Alors, votre prochaine étape, après la semaine du numérique à Bamako, et vous allez où? Après la semaine du numérique, tout à l'heure, monsieur le directeur nous parlait du Niger, mais ça c'est à voir. Et en tout cas, nous, on a deux objectifs dans le pipeline, comme vous demandez. Premièrement, on a un projet, c'est un projet très concret, de vraiment établir un écosystème physique, dans un lieu physique qui sera vraiment dédié à la formation des dizaines de milliers de jeunes Maliens et Sahéliens dans les technologies du numérique. Aujourd'hui, à travers les technologies que nous avons développées, à travers l'application que nous avons développée, à travers le modèle d'intelligence artificielle que nous avons développé d'ailleurs en collaboration avec des linguistes maliens, nous sommes capables de former grosso modo 100 000 jeunes de numérique par an. Ah bon. C'est une armée. Donc du coup, si les étoiles sont alignées, si nous avons le support institutionnel nécessaire, d'ici 1 an, 2 ans, ce qui a été vu au CICB, fait par les jeunes de Kabako, peut être répliqué à une échelle 100 000 fois plus grande. Et ça, vraiment, ce sera un changement. Ça, c'est l'objectif sur lequel on travaille. Et j'espère qu'avec le soutien des institutions nécessaires, on y arrivera. Vous ne partez pas à l'international? Nous partons aussi à l'international. Là, on sommes déjà à l'international. Tout à l'heure, je vous disais... Physiquement, oui. Pour l'instant, c'est pas trop dans la pipe. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous l'avez vu. Hein, parce que l'autre jour, là, sur les sites, on a ouï dire qu'il y avait des projets sur l'Allemagne. Ok, c'est là que vous voulez... Ok, oui, ok. Ok, là, j'étais dans mon rôle de directeur des apprentissages. Là, je vais laisser ma présidente répondre. Pas de souci, merci beaucoup. Donc du coup, tout à fait. Alors, pour rebondir par rapport à ce que le Premier ministre disait lors de la cérémonie d'ouverture de la Semaine du numérique, et exactement aussi comme directeur qui l'a dit, l'idée c'est de changer la narrative, exactement comme mon collègue Dr Kemayou l'a dit. Et là, en fait, l'organisation Kabako va organiser un festival en Allemagne au mois de juillet, et nous allons parler d'économie. En collaboration avec qui? Comment? En collaboration avec qui? En collaboration avec différents partenaires, en sachant que le projet est totalement porté par Kabako. Le projet est totalement porté par Kabako. Nous avons été chercher les fonds et nous avons fait directement ce festival dans cette optique de changer la narrative, dans cette optique de présenter la jeunesse malienne, la jeunesse sahélienne, la jeunesse africaine qui innove, et présenter exactement des innovations en termes de musique, d'architecture, d'éducation, d'apprentissage dans un pays comme l'Allemagne, et pour pouvoir vraiment entamer ce processus de décolonisation des savoirs. Parce que pour nous, gagner cette guerre communicationnelle, c'est aussi un énorme pas. D'accord. Alors, tout cela est bon, mais il faut quand même sécuriser le secteur. On voit ici des recommandations qui ont été formulées
par exemple, par rapport à la réglementation du numérique. Là, on s'adresse à monsieur le directeur, les dérapages. Alors, il n'y a pas de réglementation à la matière. Bon, déjà, ce qu'elle était en train de dire là est très très important parce que la guerre que nous subissons aujourd'hui n'est pas seulement militaire. C'est vrai, on nous harcèle sur le plan militaire en nous envoyant des hordes sous des bannières vraiment qui, allez savoir, qui fait des victimes sur le terrain. C'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à toutes les victimes civiles et militaires innocentes qui payent au prix fort vraiment toute cette machination. Mais au-delà de l'aspect militaire, le président l'a dit la dernière fois à Sikasso, justement, il a parlé d'armée, il a parlé justement, ils agissent sur plusieurs axes, absolument, notamment la désinformation. Et ça, c'est très important. Et c'est à ce niveau que je pense que les médias publics aussi ont beaucoup plus de responsabilités. Kabako l'a déjà démontré. On peut montrer une autre réalité que ce qui est aujourd'hui en train d'être peint par ces gens-là pour vraiment saquer le moral des gens et donner une autre image en fait à cet espace-là qui est complètement différente de la réalité. Donc c'est l'occasion vraiment d'encourager tous les uns et les autres vraiment à participer activement à cette guerre informationnelle-là pour corriger cette trajectoire pour que nous puissions vraiment nous repositionner. En tout cas, l'ORTM dans cette mouvance, c'est comme un orchestre de musique, et on te confie le do, c'est ce que tu joues, si, là, et voilà. Et chacun doit jouer sur la note qui lui est confiée. L'ORTM, en tout cas, est en plein là-dedans. Voilà pourquoi vous êtes d'ailleurs sur ce plateau. Quand tu dis de jouer le si tu joues le la, on ne sortira pas de la musique, on sortira ce qu'on appelle de la cacophonie. Alors chacun n'a qu'à rester dans son domaine et jouer bien sa partition là-bas. Et c'est ce que nous faisons justement. Nous comptons aussi faire en Allemagne, justement, parce que là, tout à l'heure, ma présidente, elle a mentionné que nous organisons ce festival. C'est un festival académique, c'est important. Désolé, je reprends mon rôle encore du directeur des apprentissages. Ouais. C'est un festival académique dans le sens où le festival déjà aura lieu sur le campus d'une université publique en Allemagne, ce qui n'est pas rien. C'est prévu pour quand ? C'est prévu du 11 au 13 juillet. À tout près, là. Exactement. Et donc, pourquoi c'est important de préciser que c'est un campus c'est un festival qui a lieu sur le campus d'une université, c'est-à-dire qu'on va aller de parler de décolonisation avec des étudiants, avec la prochaine génération des leaders et des décideurs dans ces pays. Et aussi, bon, pour les gourmets d'entre nous, j'aimerais préciser que ce festival est probablement la plus grande activité de la gastronomie malienne, à notre connaissance, parce que le restaurant universitaire qui sert plus de 10 000 plats par jour a accepté de faire un menu malien pendant toute la semaine du festival. Donc du coup, on aura des plats, on aura du woudila, du zamé et d'autres plats maliens pendant ce festival. Donc, on est dans la démarche de décoloniser les savoirs, décoloniser les mentalités, parce que franchement, aujourd'hui, nous pensons que c'est ce qui va nous permettre de raconter d'autres histoires, de changer des narratifs. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des projets également pour le secteur universitaire dans notre pays, ici, le monde universitaire ? Pas directement, je vais répondre de manière très frontale. Oui. Mais nous sommes ouverts, il y a de cela 1 an et demi, moi particulièrement, j'ai eu des échanges avec des représentants de ce secteur. Pour l'instant, on en est resté là. Mais en tout cas, comme on l'a dit au début et comme mes collègues l'ont dit à Kabako, on fait ensemble. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans une démarche de fédération, nous sommes dans une démarche fédératrice. Et toutes les compétences que nous avons développées, nous ne cherchons qu'à les mettre à profit de nos populations, de notre jeunesse. Ok, le monde de l'informatique, d'une façon générale, elle est ici. Il y a beaucoup de compartiments. Il y a la robotique. Vous êtes dans quel domaine spécifique, vous ? Alors, je dirais que nous, on touche à toute la partie innovation technologique associée au savoir endogène.
exactement comme mon collègue Dr Kemayou l'a dit tout à l'heure, nous avons créé ce modèle qu'on appelle le High-Digenous, donc qui vient de high-tech, et indigenous, toute la partie endogène. Sauf que nous, généralement, ce sont deux choses qu'on décale et nous les mettons au même niveau, parce que pour nous, c'est en les associant, en les fusionnant, qu'on peut créer de la valeur localement. Donc, et là, ça touche de manière transverse à différents pans de la société, que ce soit dans l'architecture, que ce soit directement dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et ça touche vraiment à différents pans, que ce soit dans l'art, dans la culture, le tourisme. Vraiment, c'est assez large. L'idée, c'est de juste faire en sorte que changer l'état d'esprit, le mindset, comme le disait Seydou tout à l'heure, pour pouvoir faire en sorte que chacun, chaque Malien, chaque Sahélien, chaque Africain puisse vraiment se sentir au volant de sa propre voiture et tenir ce volant et pouvoir créer de la valeur. Et je veux juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, notamment en parlant du si et nous jouons le la. Vous m'excusez, je suis mélomane, mais en même temps, en termes de musique et de notes, solfège, c'est pas trop mon truc. Mais c'est exactement ça. Et pour moi, c'est extrêmement important aussi de remercier le directeur national de l'économie numérique, Monsieur Ki, tout simplement pour avoir fait un yakagnon en fait, quoi. Ouais. Et pour nous avoir vraiment, on l'a fait ensemble. Et vraiment, pour nous, c'est, comme vous l'avez dit, chacun joue sa partition. Et quand on joue très bien sa partition, on peut faire en sorte que la jeunesse africaine, sahélienne, malienne... Très bien. Le mot le plus important, ensemble, en fait. Voilà. C'est bien cela. D'accord. Et parlons de création, encore chez vous, vous avez même un album musical. Ah non? oui. Et il est bien formé, monsieur Diombe. 100% intelligence artificielle, oui. Donc, artificielle. Ben, comment vous avez fait? Mais attention, est-ce que vous n'êtes pas là en train de tuer l'initiative humaine en tant que telle? Super. Et vous ne tuez pas les artistes? Super, très bien. Malheureusement, on ne pourra pas écouter l'album. Ça fait combien de morceaux déjà? 18 ou 7 18 ah, titres. 18, hein? 18 titres. Vous voyez, non? 18 titres. Qui sont disponibles sur Spotify. Sur Spotify, sur YouTube Music, sur Amazon Music. Si vous partez dans toutes ces plateformes de streaming et vous cherchez bamako.ai, donc vous allez voir, c'est un album de musique qui a été produit 100%, en fait, qui a été élaboré, écrit, composé, produit, mixé, masterisé à 100% par les intelligences artificielles. Vous allez voir, il y a des chansons en bamanakan dedans aussi. Il y a des chansons en français, en anglais. Tout ça produit, masterisé par des intelligences artificielles. C'est un album que nous avons conçu pour bamako.ai. C'était justement pour démontrer, c'est une démonstration en fait de ce qui est aujourd'hui possible dans les industries créatives et culturelles à travers les intelligences artificielles. Et pour revenir sur la question, nous en fait, à chaque changement de technologie, il y a ce même débat qui se pose. Est-ce que la technologie va remplacer l'homme? Concernant les intelligences artificielles, nous à Kabako, on a une vision très simple de la chose. L'intelligence artificielle est à l'esprit, c'est que la machine est à la force. D'accord. C'est-à-dire, si par exemple, après cette émission, je vais rentrer chez moi à Kabako, à Misabougou, j'ai le choix soit de prendre ma machine, ma voiture, ou d'aller à pied. Donc, si je prends la machine, ça amplifie ma force. Donc, je vais arriver plus rapidement. Et donc, l'intelligence artificielle est à l'esprit, c'est que la machine a notre force. Donc, ça nous permet d'être plus efficace, d'être plus efficient, d'aller plus rapidement, de créer des choses plus rapidement, ainsi de suite. Donc, l'intelligence artificielle ne va pas voler le boulot de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle qui va voler le boulot de celui qui ne veut pas utiliser l'intelligence artificielle. Eh bien, très bien. Il s'agit de prendre l'intelligence artificielle et de l'utiliser à bon escient. Effectivement. Absolument. D'accord, on le dit très souvent, on a dit, il y avait le journal papier ici, quand la radio est venue, on avait eu peur, on dit, mais la radio va tuer le journal. Non. Après, la télé est venue, la télé va tuer la radio elle est là. Après, Internet est venu, il dit, Internet va tuer la télévision. Non. La télé se sert de Internet. On peut commencer beaucoup plus tôt. Quand la photographie est venue, on a dit que ça allait tuer la peinture. Absolument. Mais les peintres sont toujours là, ils visent bien. Absolument. Ok, donc du coup, oui. Ok, alors on a fait de cette émission, on aurait pu rester encore pendant longtemps, parce que vous avez tellement de choses à dire et on a tellement de choses à apprendre avec vous. On va commencer par l'apprenant. 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez appris à Kabako et qu'est-ce que vous avez apporté? Parce qu'elle a dit, exactement. Voilà. Comme tu le dis, en fait, quand tu rentres à Kabako, on rentre comme apprenant et à la fin, tu as une certaine
obligation de partager ce que tu as appris. Et tu deviens formateur. Exact. C'est en quelque sorte père facilitateur. Moi, je suis venu à Kabako pour découvrir ce qui était le no-code. C'était quand? C'était un moyen... C'était quand? C'était en 2021. Ok. Le no-code, c'est quoi? Le no-code, c'est un moyen de faire des applications et des sites web sans avoir à connaître tous les tralala du code, en faisant juste du glisser-déposer. Tout est visuel, en fait. Et moi, je suis rentré pour apprendre ça et aujourd'hui, je peux dire que je suis satisfait parce que au-delà de ça, j'ai appris à développer un mindset d'apprenant. J'ai appris à m'adapter aux situations. Aujourd'hui, je m'occupe de ce qui est réalité virtuelle et réalité augmentée à Kabako, alors qu'à la base, ce n'était pas là pour ça. Et aujourd'hui, je suis en charge, en quelque sorte, de plusieurs apprenants qui sont aujourd'hui une fierté pour moi aussi, en fait. Ils sont combien? Je dirais presque toute la communauté parce que vu que la formation est divisée sur l'application, tout le monde a accès. Et quand moi je vois un apprenant ou une apprenante qui découvre quelque chose grâce à moi, pour moi c'est une grande fierté. Très bien. Donc vous êtes satisfait? Satisfait. Ok, merci beaucoup et bonne suite. Merci. Alors, Michel Khadija Traoré. C'est moi. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez appris à Kabako? Qu'est-ce que vous avez apporté et qu'est-ce que vous avez reçu, vous? Et que retenez-vous de ce rendez-vous de Bamako? Alors, qu'est-ce que j'ai appris à Kabako? À Kabako, j'ai appris à amplifier vraiment ce qu'on me donne et à faire vraiment ensemble. C'est-à-dire que avant qu'avec Yannick, on s'assoie et qu'on décide de lancer Kabako, moi, je viens du secteur privé et j'ai pris ce que j'ai appris dans le secteur privé pour en mettre un petit peu dans Kabako, mais je dois avouer que Kabako m'a bouleversée et a fait en sorte que, vu qu'on fait ensemble tout ce que les apprenants, la communauté m'ont donné, je fais en sorte de leur redonner autant que possible. Donc du coup, à Kabako, pour moi, c'est juste de l'amplification. Amplifier la voix de la jeunesse africaine, de la jeunesse sahélienne, de la jeunesse malienne. Pour moi, c'est ça, encore et encore. Et surtout, bon, moi... à chaque fois, j'ai été dans les grandes villes. Que je sois née à Tombouctou, j'ai fait la plupart de mes années à Tombouctou, Gao, fait quelques années à Bamako. Mais à chaque fois, vraiment, je suis une citadine, on va dire. Mais Kabako m'a appris à apprendre comme au village. Et ça, c'est la partie la plus importante. D'accord. Vous avez grignoté dans le temps de... D'accord, il aura 30 secondes. C'est la présidente. D'accord. Alors, on boucle cette partie pour l'instant. Et que retenez-vous, vous, de ce rendez-vous de Bamako? L'enseignement dans la semaine du numérique du Mali était, pour moi personnellement, un rendez-vous qui m'a permis de voir que l'AES comme structure est tangible. C'est-à-dire de voir des startups du Niger qui étaient là, de voir des structures du Burkina qui étaient là et de voir vraiment cet engouement autour d'une cause commune. Ça m'a permis vraiment de réaliser que cette communauté de destin est réelle. Très bien, on me fait des grands signes là-bas que l'heure est arrivée. Mais monsieur le directeur, quand même, on va boucler en 30 secondes. Et monsieur le président l'a dit, le colonel Assimi Goïta, chacun n'a qu'à jouer sa partition. Et vous vous souvenez, non? Très bien. Dans le domaine du numérique, là, on a gagné. Non, Fratalao. On gagne ou on gagne. C'est ça, en fait. Malheureusement, toutes les questions et toutes les réponses donnent des rebondissements. Absolument. Ce qui fait que je suis en décalage par rapport à tes questions. Ah ouais, je vois. Parce que j'ai voulu rebondir en fait sur toutes les opportunités. Non, mais revenez, monsieur le directeur général de l'OTAN a beaucoup de plateaux pour vous. Justement. Pour parler spécialement de donc je pense qu'une heure pour Actu Hebdo n'était pas suffisante pour vraiment épuiser toutes les questions. Par rapport à la réglementation, d'ailleurs, je vais en revenir parce que vous avez parlé des cacophonie. Vous avez très bien imagé en fait la chose. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes dans une dynamique aujourd'hui d'harmoniser ce secteur-là en termes d'abord, parce que c'est le défi majeur que nous avons aujourd'hui, un défi d'organisation interne d'abord pour éviter cette cacophonie-là, pour que nous puissions de façon harmonisée aller vers un objectif commun. Le président l'a annoncé à Sikasso le 22 juillet passé, donc il n'y a pas de retour possible. Il faut que nous
puissions aller impérativement et inexorablement à cette digitalisation de notre administration pour non seulement des services rendus de façon optimale à nos citoyens, pour un mieux-être, mais également pour un épanouissement économique de notre État. Ok, on gagne ou on gagne, hein? On gagne ou on gagne. Très bien, merci à vous, monsieur le directeur Nation de l'économie numérique, monsieur Abdoul Kadersi, c'est bien cela, hein? Qui, hein? Oui. Qui? D'accord. Ok, docteur Yannick Kemayo, je connais un musicien Kemayo, un cofondateur de Kabako, c'est pas vous, hein? Edwin Kemayo, c'est pas ça, vous êtes Yannick. Hein? Très bien, Michel Kadija Traoré, cofondatrice de Kabako Academy, merci d'être venu. Et puis, Seydou Ba, apprenant, qui a beaucoup appris, hein? Voilà, et qui est en train de transférer ce qu'il a absolument, de façon merveilleuse. Merci d'être venu, l'ORTEM vous appartient. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec Actuebo, c'est dimanche prochain, Canal 12-13, vous le savez déjà. Mais tout à l'heure, avant le journal de 13h, présentation Bemba Sibi. Merci de rester sur l'ORTM et passer d'excellents moments de télévision.